Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, l'ancien ministre mauricien des Affaires étrangères Jean-Claude Delestrac dénonce la désignation de la Canadienne Michaëlle Jean à la tête de la francophonie. Pour l'ancien candidat, la charte de l'organisation n'a pas été respectée. Les productions de pétrole et de gaz ont augmenté au Cameroun entre janvier et octobre 2014. D'après la Société nationale des hydrocarbures, cette hausse est due à l'exploitation de nouveaux champs offshore. Et focus sur les équipes qui composeront le groupe D lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, une poule considérée comme l'une des plus relevées de la compétition. La désignation de la Canadienne Michaëlle Jean à la tête de la francophonie ne fait donc pas l'unanimité. Lors d'une conférence de presse, l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'île Maurice, Jean-Claude Delestrac, dénonce ce qu'il appelle la trahison de Dakar. Pour l'ancien candidat, la charte de l'organisation n'a pas été respectée. Aminata Diak. Ce sont les chefs d'État qui décident le jour J à la fois de la personne et de la feuille de route qu'elle sera tenue d'appliquer. Comme l'ancien Premier ministre congolais Henri Lopez, tous les autres candidats au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie s'accordaient sur ce principe. Seulement, l'exaspération semble monter après la grande rencontre qui s'est tenue à Dakar au Sénégal les 29 et 30 novembre dernier et qui a vu la désignation de la Canadienne Michaëlle Jean à la tête de l'institution. Parmi les détracteurs, l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'île Maurice, Jean-Claude Delestrac, ancien candidat qui estime que la charte de l'organisation n'a pas été respectée. Le nouveau secrétaire général a été désigné et imposé par une entente diplomatique entre la France et le Sénégal. Elle s'est manifestée suite à des tractations dont la plupart des pays membres ignorent les tenants et aboutissants. Le prétexte est qu'il y avait 4 candidats africains et la candidate du Canada qui entendait se présenter. Et alors ? C'est bien pour gérer ce cas de figure que l'article 6 de la charte de l'OIF prévoit une élection. Pour certains spécialistes, le scénario de l'élection de Michaëlle Jean n'a rien d'inédit. L'organisation aurait dans le passé eu recours au consensus pour nommer son dirigeant. S'il était au fait de la procédure de nomination du secrétaire général de la francophonie, il s'apercevrait que ça s'est toujours passé de cette manière-là. En 1997, lorsqu'on a nommé le premier secrétaire Boutros Ghali, en 2002 à Beyrouth, lorsque on a choisi Abdou Diouf, ça s'est passé de la même façon, c'est-à-dire la recherche d'un consensus autour d'un candidat. Le fait qu'il n'y ait pas eu un candidat unique africain, c'était déjà un mauvais signal, mais le second mauvais signal, c'est que si on avait fait comme d'habitude, c'est-à-dire sans tenir compte du thème même de ce sommet, l'Organisation internationale de la francophonie aurait été en contradiction avec elle-même. Selon Jean-Claude Delestrac, l'île Maurice a toutes les raisons de se sentir trahie puisque la candidature mauricienne a été assez largement encouragée tant par des diplomates français qu'africains. Il soutient également que tous les dirigeants politiques qu'il avait rencontrés n'ont eu de cesse d'affirmer que le poste de secrétaire général devait être occupé par un représentant des pays du Sud, un Africain 100 ans, dans le respect de ce qu'il appelle le pacte de Hanoï. En Côte d'Ivoire, la crise se poursuit au sein du Front populaire ivoirien. L'actuel leader Pascal Affi-N'Guessan a assigné des militants en justice. Il reproche aux membres du comité de contrôle d'avoir validé la candidature à la présidence du parti de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo, aujourd'hui détenu à La Haye. Aminata Diak. Le schisme à l'intérieur du Front populaire ivoirien se dessine. Deux camps s'affrontent. Le premier soutient la candidature de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, actuellement emprisonné à La Haye à la présidence du parti. Le second se range derrière Pascal Affi-N'Guessan qui dirige le FPI depuis 2011. Ce dernier a assigné en justice le comité de contrôle du parti pour annuler la candidature de l'ex-chef de l'État. Ce comité avait validé fin novembre les candidatures de Laurent Gbagbo et d'Affi-N'Guessan malgré les réclamations de ce dernier dans une lettre déjà apportée par huissier aux instances du parti. Un huissier s'est rendu au siège du FPI vendredi après-midi pour nous apporter une assignation en justice émanant du président Affi contre les membres du comité de contrôle. Il saisit la justice nationale pour invalider la décision du comité. Je n'apprécie pas. Une telle action judiciaire souligne les divisions assez profondes que traverse le FPI. Pour certains observateurs, les dissensions au sein du FPI sont loin d'être terminées et seul l'ancien président Laurent Gbagbo pourrait apaiser les esprits. On est en train d'atteindre le point de non-retour et il y a une seule personne qui peut régler ce problème-là. Si les responsables et les personnes du FPI ne veulent pas que la justice s'en mêle, et cette personne-là, c'est finalement Laurent Gbagbo. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de militants
une partie des militants qui exploitent son nom, qui disent qu'il est candidat, et Assimi Nguessan et ses partisans disent qu'il n'est pas candidat. Lorsque Laurent Gbagbo aura dit une parole claire pour dire oui, je suis candidat à Assimi Nguessan, et si en ce moment-là, Assimi Nguessan l'affronte, on dira oui, il y a problème. Mais aujourd'hui, aucun indice ne permet de façon indiscutable à Assimi Nguessan d'être convaincu que Laurent Gbagbo est candidat. Selon Alphonse Douati, 80% des votants soutiendront Laurent Gbagbo au prochain congrès prévu du 12 au 14 décembre 2014. Une déclaration qui s'appuie sur l'expérience du parti qui a continué à fonctionner malgré la mise aux arrêts de Pascal Affi N'Guessan pendant 2 ans et la détention de Laurent Gbagbo à La Haye suite à la crise post-électorale de 2010-2011. Et toujours en Côte d'Ivoire, 2 membres du PDCI se sont déclarés candidats ce vendredi pour représenter leur parti à la prochaine élection présidentielle. Des candidatures qui vont à l'encontre de l'appel lancé par le leader du PDCI, Henri Konan Bédié, en septembre dernier, qui s'était prononcé pour un ralliement au président Alassane Ouattara. Les dossiers des 2 candidats seront étudiés par le bureau du parti le 18 décembre prochain. Au Cameroun, les productions de pétrole et de gaz ont augmenté entre janvier et octobre 2014. D'après la Société nationale des hydrocarbures, cette hausse est la conséquence de l'exploitation de nouveaux champs offshore, mais aussi de la modernisation des installations. Guevanido. Au Cameroun, le pétrole brut et le gaz ont respectivement augmenté en termes de production de 15,10% et 123,9% entre janvier et octobre 2014. Une hausse qui s'explique par l'exploitation de nouveaux champs d'hydrocarbures. Le premier facteur, c'est certainement les recherches qui ont été accomplies ces derniers temps et la modernisation de certains dispositifs. Il y a aussi de nouveaux marchés qui s'ouvrent. Vous êtes sans ignorer également que il y a quelques mois, la Centrafrique tombait dans une situation d'instabilité politique, ce qui a ralenti nettement aussi les exportations en direction de ce pays. Et si la stabilité revient, le Cameroun sera un peu plus sollicité encore de ce côté-là. Donc il y a une concurrence régionale avec les autres pays. La production du pétrole brut entre janvier et octobre 2014 s'évalue à 22,69 millions de barils. Du coup, les caisses du Trésor public ont été renflouées de 435,10 milliards de francs CFA, soit presque 100 milliards de plus que les prévisions, ce qui est une bonne nouvelle pour l'économie nationale. Cela aura effectivement une incidence sur l'économie du pays. Mais simplement, le pays vit une situation extrêmement difficile, ce qui fait que cette augmentation n'aura pas un impact considérable sur les questions sociales. Il va falloir continuer à alimenter les dépenses publiques de défense nationale, ce qui constituera un coup fatal sur les secteurs sociaux de base. C'est une économie qui malheureusement ne pourra pas bénéficier directement à l'ensemble de la population. Le gaz naturel a atteint cette année 9 160 millions de pieds cubes selon la Société nationale des hydrocarbures. Ainsi, les réserves du pays passent-elles de 144 à 154 milliards de mètres cubes. Des avancées sans doute bénéfiques pour le PIB national. Dans l'actualité également, les jeunes ressortissants des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis à Libreville, au Gabon. Un rendez-vous initié par l'ONG dénommée Jeunesse CEDEAO. L'événement avait pour objectif de fédérer les jeunes de cet espace communautaire. Un reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Rassembler la jeunesse, renforcer la cohésion, promouvoir la paix et la solidarité, c'est l'objectif de l'ONG non gouvernementale Jeunesse CEDEAO. L'antenne de Libreville est constituée des filles et fils des 15 pays membres de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest résidant au Gabon. Il s'agit pour ces jeunes Africains de mettre en place une véritable politique pour la jeunesse africaine visant à lutter contre la pauvreté. Cette organisation est votre champ de bataille. Elle vous permettra de combattre ensemble ces mystères qui minent l'Afrique tels que l'immigration clandestine, l'analphabétisme, la maltraitance des enfants, la délinquance juvénile, la fuite des cerveaux, les LI et bien d'autres. Visiblement décidée à œuvrer pour une Afrique forte, la jeunesse CEDEAO voit en la population melting pot du Gabon un atout indéniable pour la réussite de son projet. Le Gabon est un pays qui regroupe la plupart des ressortissants africains. Et le Gabon regorge un flux migratoire très élevé. Donc si on a créé cette ONG au sein du Gabon, déjà, on ne l'a pas créé au hasard. Malgré une situation sociale difficile actuellement, le Gabon reste encore un Eldorado pour beaucoup d'Africains. Le roi du pétrole des années 80 continue de polariser de nombreux immigrants, favorisant une immigration clandestine importante. D'où cet appel de la jeunesse CEDEAO aux dirigeants africains.
Actuellement, là où je vous parle, au sud-est du Nigeria, pratiquement appelé Orom, c'est un transit pour le flux migratoire entre le Gabon et l'Afrique de l'Ouest. Nous avons essayé de lancer un appel solennellement au niveau des pays, des États d'Afrique de l'Ouest. Bon, comme vous-même vous le savez, les dirigeants souvent ils font le sourd d'oreille. L'Afrique et sa jeunesse constituent l'avenir de l'ONG Jeunesse CEDEAO l'a bien compris. C'est pourquoi elle entend fédérer les compétences africaines à travers le continent. Et du sport à présent avec la Coupe d'Afrique des Nations 2015 qui approche à grands pas et depuis le tirage au sort, chacun juge la concurrence. Le groupe D est considéré comme l'un des plus relevés. Il faut dire que certaines confrontations sont déjà très attendues à l'instar de Cameroun et Côte d'Ivoire. Aminata Diak et Jean-Célestin Djangé. À Malabo, les éléphants de Côte d'Ivoire, les lions notables du Cameroun, les aigles du Mali et le Cible national de Guinée évolueront dans le groupe D que l'on qualifie déjà de groupe de la mort de la CAN 2015, tant il paraît à première vue très équilibré. Les lions indomptables ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations à 4 reprises, en 1984, 1988, 2000 et 2002. Ils ont terminé au total 7 fois sur le podium. La Côte d'Ivoire a remporté cette même compétition en 1992, compte plus d'une vingtaine de qualifications pour la phase finale et 7 podiums. Les deux équipes de Côte d'Ivoire et du Cameroun qui se sont affrontées lors des éliminatoires de la CAN 2015 ont chacune les raisons d'y croire. Il faut bien se préparer. La Côte d'Ivoire a les moyens de se qualifier pour les quarts de finale si elle est à son meilleur niveau, parce que les adversaires sont de grande qualité. Si je devais de vous donner un qualificatif, c'est difficile. Après, la bonne nouvelle, c'est de jouer à Malabo. Je pense que c'est une excellente nouvelle. De leur côté, les jeunes Maliens et Guinéens vont aborder la compétition sans le moindre complexe. Seydou Keïta et ses coéquipiers ont certes du respect pour leurs adversaires, mais entendent vendre chèrement leur peau en dépit de la difficulté de la tâche. Nous, on n'était pas gâtés dans les tirages. On a rentré dans les groupes avec des équipes de qualité. Surtout, on pense la Côte d'Ivoire, on pense Cameroun et aussi la Guinée-Conakry. Je crois que ces groupes, il est bien au niveau de la qualité des équipes, c'est bien équilibré. Hein. Je crois que tout le monde a chance à se qualifier dans ces groupes. Et puis, vous savez, nous, on va venir ici pour défendre vraiment les footballs maliens. 51e au classement FIFA de juillet 2014, le Cible national apparaît comme le petit pousset de ce groupe D. La sélection guinéenne compte tout de même une dizaine de participations à la phase finale de la CAN, avec en prime une place de finaliste en 1976, c'était en Éthiopie. De quoi nourrir de légitimes ambitions dans ce groupe D de la CAN 2015 qui se déroulera du 17 janvier au 8 février en Guinée équatoriale. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.